y a toujours des petits des petits réglages techniques, vous inquiétez pas. Alors, quelques mots en introduction. Finalement, cet entretien d'ici a été concocté eu égard à la journée de la femme, le 8 mars. Et nous sommes bien placés. On se sent presque obligé de remercier les messieurs qui assistent à cet entretien, finalement. Merci de votre présence et merci de votre soutien, parce que pour une fois, nous sommes nombreuses et nous sommes 3 en tribune. Alors, cet entretien, c'est un entretien pour lequel nous avions sollicité Irina Bokova, présidente de l'UNESCO, tout simplement pour nous présenter l'éducation des femmes et des filles dans le monde, puisque c'est quand même un fer de lance de l'UNESCO. Vous savez très bien que l'éducation joue un rôle fondamental dans le développement humain, social, économique, et tout le monde connaît le rôle des femmes sur ce développement. Seulement, l'éducation des filles, des femmes, accuse un retard par rapport à celle des hommes. On le voit très bien, nous avons différents jumelages à Issy-les-Moulineaux ou partenariats. On va tout aussi bien en Afrique qu'en Asie et on voit très nettement les différences. Depuis que je suis en relations internationales, j'ai demandé à chaque fois à aller visiter des établissements scolaires. On ne se refait pas, c'est ainsi. Et en tous les cas, j'ai pu mesurer dans chacun des pays des différences notables. Si vous prenez les pays asiatiques, ils sont très sensibles à l'orientation des jeunes dans les voies scientifiques et ils insistent aussi auprès des femmes pour qu'elles suivent ces voies-là. Évidemment, à l'autre bout, si vous allez au Togo, comme quand on va à Dapahong, là, vous vous rendez compte que d'abord, il y a un écrémage retentissant quand on passe de l'école au collège, idem quand on passe du collège au lycée, et qu'il y a de moins en moins de femmes. Plus on monte dans les niveaux, moins il y a de femmes. Donc on voit très bien que cette éducation des femmes, elle a quand même mondialement un retard. Donc ça semblait intéressant de se pencher sur ce sujet. Alors, nous collons finalement d'une certaine façon à l'actualité également, puisque Irina Bokova ne pouvait être présente ce soir. On le comprend d'autant mieux que l'actualité franco-chinoise nous ramène à l'actualité ICN. Vous avez dû remarquer que nous avons, en marge de la visite du président chinois, une délégation de Chinois à Issy-les-Moulineaux. Ce sont des Chinois que nous avions rencontré le chef scientifique de cette délégation lorsque je suis allée à Pékin au mois d'octobre. Et ce professeur d'université est missionné par le gouvernement sur les villes intelligentes, les smart cities. Et Dieu sait qu'ils ont besoin d'en construire en Chine. Donc, il avait demandé à prendre contact avec Issy-les-Moulineaux et à venir voir. Il est venu une première fois et puis il nous a sollicité pour une délégation lors de la visite du président chinois, délégation que nous accueillons pendant 3 jours. Mais parallèlement à cela, le président Xi Jinping s'est rendu à l'UNESCO aujourd'hui, accompagné de son épouse. Et donc, à l'UNESCO, la première dame de Chine, Madame Peng Liyuan, a été nommée ce jour envoyée spéciale de l'UNESCO pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes. Donc, finalement, nous nous en réjouissons ce soir. Et nous sommes donc ravis de vous accueillir, Madame Bijon, pour cet entretien, puisque vous êtes à l'UNESCO spécialiste du programme pour l'éducation de base et en particulier pour l'éducation des filles. Je vous remercie, Madame Vessière. Bonsoir à toutes et à tous. L'UNESCO remercie tout d'abord la ville d'Issy-les-Moulineaux pour cette invitation et pour mettre à l'honneur, comme l'a dit Madame Vessière, un thème qui tient particulièrement à cœur de Madame Bokova depuis son élection à la tête de l'UNESCO en 2009. Donc ce thème est l'éducation des filles et des femmes. Madame Bokova regrette sincèrement de ne pas être parmi vous ce soir, mais elle m'a chargée donc de vous remercier d'associer l'UNESCO à ce cycle de conférences-débats qu'organise votre ville. Donc je suis très honorée d'être là ce soir. J'ai déjà eu le plaisir de coopérer avec la ville d'Issy-les-Moulineaux lors d'un colloque départemental qui a eu lieu en novembre 2012 sur un petit peu le même thème, mais là on parlait des filles et des garçons en bas âge. Donc le thème de ce colloque était filles et garçons, agir pour une éducation égalitaire dès leur plus jeune âge. Et c'était organisé par la ville d'Issy-les-Moulineaux avec le département des Hauts-de-Seine.
Et donc je suis très contente de voir que ici les Moulineaux accordent beaucoup d'importance à ce thème de l'égalité garçons et filles. Avant de commencer, je vais vous présenter un film très court de quelques minutes qui présente un petit peu l'UNESCO, l'histoire de l'UNESCO et l'action de l'UNESCO en faveur de l'éducation dans le monde. Alors je vais, en espérant que ça marche. The states, parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities of education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples, and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other's lives. In consequence thereof, they do hereby create the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Les enfants qui vont à l'école exercent leur droit à l'éducation. Tous les enfants de la planète doivent avoir accès à l'enseignement primaire gratuit. L'UNESCO pilote les efforts de la communauté internationale pour qu'en 2015, l'éducation pour tous soit une réalité. 774 millions de citoyens sont analphabètes et un enfant sur 3 ne voit jamais les murs d'une classe. L'UNESCO veut éliminer les discriminations persistantes à l'égard des filles, qui représentent plus de la moitié des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Augmenter le nombre de garçons et de filles qui vont à l'école ne suffit pas. Nous voulons aussi, grâce notamment à notre programme des écoles associées, améliorer la qualité de l'enseignement à tous les niveaux et réduire de moitié le nombre d'adultes analphabètes d'ici 2015. Nous développons des méthodes innovantes pour favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et pour former les maîtres d'école qui sont les garants de la qualité de l'enseignement. L'UNESCO veut aussi garantir le droit à l'éducation dans les situations d'urgence. Elle remet sur pied les systèmes éducatifs dans les régions en crise ou qui émergent après des conflits. Construire des salles de classe dans des pays dévastés n'est pas suffisant. Nous devons réduire l'intolérance et le terrorisme en réformant les programmes scolaires et en révisant les livres d'histoire. Et par des méthodes d'éducation créatives, il faut redonner confiance à ceux qui ont été meurtris par la guerre. L'UNESCO orchestre aussi l'action de la communauté internationale pour renforcer l'éducation relative au VIH-Sida et à sa prévention. L'eau, source de vie. Voilà, donc j'avais pensé à vous présenter ce petit film parce que bon, souvent les images parlent plus que les mots et j'espère que ça vous a donné un aperçu assez complet de ce que fait l'UNESCO en matière d'éducation. Alors j'ai préparé
une présentation. Je pensais que c'était un petit peu plus dynamique que uniquement parler. Il faudrait que ça marche. Hop. Ah, excusez-moi. Hop. Voilà. On va mettre grand écran pour que tout le monde puisse voir. Non, je pense qu'il est là. Je le vois d'ici, là. Allez-y, vous avez... Je pense qu'il est ici. Toc. Il y a pas... Parfait, c'est pas un grand écran. Très bien. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un rapide panorama de la situation des femmes dans le monde. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent ces chiffres, mais j'ai trouvé bon de vous rappeler quelques chiffres qui sont relativement parlants. Il faut savoir que la pauvreté, aujourd'hui encore, elle a un visage féminin. Les femmes constituent encore aujourd'hui 70% des 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de $1 par jour. Donc 70% des pauvres sont des femmes. Et on sait que la pauvreté a un lien direct avec la scolarisation. Les enfants et les jeunes des ménages les plus pauvres sont 3 fois plus susceptibles d'être non scolarisés que les ménages les plus riches. Dans le monde, les femmes ne gagnent que 10% du revenu total. Et elles possèdent moins de 2% des terres. Pourtant, on sait que ce sont souvent elles qui travaillent sur ces terres. Et elles reçoivent moins de 5% des prêts bancaires. Donc ces quelques chiffres liés à la pauvreté vous montrent donc le chemin qui reste à parcourir pour que le développement soit réellement inclusif et inclue toutes les femmes. Et l'égalité salariale, bon, on sait tous, n'existe dans aucun pays, y compris en Europe. Dans l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes. Il faut noter aussi que sur les 40 millions de personnes réfugiées dans le monde, à cause d'un conflit armé ou en raison des violations des droits humains, 75% sont des femmes et des enfants. Enfin, la violence, elle touche en priorité les femmes. On estime que dans le monde, 1 femme sur 3 a été violée, battue ou victime de mauvais traitements au moins 1 fois dans sa vie. Et chaque année, on a 14 millions de filles qui sont victimes de mariages précoces. Mariage précoce, ça peut vouloir dire 15 ans, 13 ans, 10 ans, voire moins que 10 ans. Voilà, donc il ne faut pas que ces chiffres nous dépriment trop, parce qu'il y a quelques progrès quand même qui ont été menés ces dernières décennies, surtout en éducation. Les 2 dernières décennies ont quand même vu le nombre d'enfants scolarisés augmenter. Les filles aussi ont eu le droit à leur droit à l'éducation de façon un petit peu plus rapide que les décennies précédentes. Mais malgré tout, comme a rappelé Madame Vessière, elle représente encore 54% des enfants non scolarisés. Donc ça veut dire qu'il y a 31 millions de filles qui ne vont pas à l'école aujourd'hui. Et les femmes représentent toujours les 2/3 des 774 millions d'adultes analphabètes, les 2/3 des adultes analphabètes. Mais ces avancées cachent de grandes disparités. Donc on ne peut pas non plus se satisfaire de ces chiffres globaux, puisqu'il y a certaines régions du monde, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie, où plus de la moitié des filles n'achèvent pas le cycle primaire. Et on sait que ça ne suffit pas, naturellement, d'avoir le niveau d'enseignement primaire pour pouvoir prétendre à une vie décente et à s'insérer dans la sphère économique et sociale. Donc la parité, globalement, s'est améliorée dans le monde. 60% des pays ont atteint la parité au niveau du primaire, mais uniquement 38% au niveau du secondaire. Donc là, on voit que l'effort est à faire au niveau du secondaire. Ce qui est positif, c'est qu'on note dans le monde qu'une fois que les filles accèdent à l'enseignement, accèdent à l'éducation, elles réussissent mieux que les garçons. Mais le problème, c'est qu'on ne leur donne pas toutes les chances pour pouvoir continuer, poursuivre leurs études et choisir les filières qu'elles souhaitent. Les disparités au niveau du supérieur sont bien plus importantes. Disparité peut être aussi pour les garçons ou pour les filles. Par exemple, davantage de femmes sont inscrites dans l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes, et aussi en Asie centrale et dans le Caucase, et dans certains pays de la région arabe. Mais en revanche, en Afrique subsaharienne, elles sont encore largement désavantagées, ainsi qu'en Asie de l'Ouest et du Sud.
Mais bon, l'égalité entre les sexes n'implique pas uniquement un nombre égal, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parité, c'est-à-dire c'est un chiffre. Le nombre de filles scolarisées doit être égal au nombre de garçons. Encore faut-il qu'elles soient traitées sur un pied d'égalité une fois qu'elles ont accès à l'éducation et une fois qu'elles sont dans le système scolaire. Il faut qu'elles aient le même environnement propice d'apprentissage que les garçons. Et là, on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à mener. Alors, plus inquiétant, c'est la situation des filles et des femmes dans les régions les plus pauvres du globe. Alors, quelques chiffres qui sont assez frappants, je vous les lis. Si les tendances restent inchangées, on estime qu'il faudra attendre 2086 pour que les filles pauvres accèdent à l'enseignement primaire. Et ce n'est qu'en 2111 que les filles issues des familles les plus pauvres d'Afrique atteindront l'objectif de l'achèvement universel du premier cycle de l'enseignement secondaire. 2111. Et donc les jeunes femmes les plus pauvres risquent, elles, de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de l'alphabétisme universel avant 2072. Donc vous voyez qu'on est loin des objectifs qui ont été fixés par la communauté internationale en 2000 à Dakar, où la communauté internationale avait fixé 6 objectifs qui concernaient l'enseignement primaire, l'alphabétisation des adultes, la qualité de l'éducation, l'éducation à la petite enfance. Et il fallait que les pays, en 2015, arrivent à atteindre ces objectifs. Mais vous voyez qu'on en est malheureusement très loin. Alors, pourquoi c'est important? L'éducation des filles et des femmes, pourquoi c'est important? Alors, d'abord, pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté. Les femmes qui possèdent une éducation de base sont bien moins susceptibles d'être pauvres que les femmes qui ne disposent pas de cette éducation. Les mères instruites ont plus de chances d'avoir des enfants en bonne santé et des enfants qui survivent. Par exemple, un enfant dont la mère sait lire a 50% de chances de plus de survivre au-delà de l'âge de 5 ans. Donc c'est quand même énorme. Et on estime que si toutes les femmes des pays pauvres suivaient leurs études secondaires, la mortalité infantile pourrait être réduite de moitié, ce qui sauverait la vie de 3 millions d'enfants. Et aussi les conséquences sur le VIH-Sida, les enfants qui ont reçu une éducation et dont les mères sont éduquées sont moins susceptibles d'être contaminés par le VIH. Enfin, les mariages d'enfants. En Afrique subsaharienne, 1 fille sur 8 est mariée avant l'âge de la majorité. 1 fille sur 7 donne naissance à un enfant dès l'âge de 17 ans. Et donc, si toutes les filles bénéficiaient d'une éducation, on estime qu'il pourrait y avoir une diminution de 14% des mariages d'enfants et une diminution de 64% si les filles suivaient l'enseignement secondaire. Donc ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense que les chiffres sont extrêmement parlants et nous montrent les progrès qu'il y a eu, mais surtout toute la route qui reste, tout ce qui reste à accomplir pour qu'on arrive à une parité, voire à une égalité, mais ça c'est un autre débat. Les mères instruites aussi sont plus susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc là, on rentre dans un cercle vertueux. Et ainsi, elles pourront contribuer au développement à plus long terme. Et l'éducation, ce qui est important aussi, c'est peut-être même le plus important, c'est que l'éducation va aider à l'autonomisation des femmes. Ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes, ça va aider les femmes à participer pleinement au développement économique, social et politique de leur pays. Donc elles vont pouvoir accéder à de meilleurs emplois, elles vont avoir de plus amples possibilités de créer et de gérer leur propre entreprise, d'accéder au crédit et aussi de participer au processus politique et au processus décisionnel. Mais alors, il y a des barrières. Les barrières sont tenaces et très nombreuses. Je pense qu'on a tous en mémoire l'attaque brutale dont a été victime en octobre 2002 Malala Yousafzai, cette jeune fille pakistanaise de 14 ans qui a été blessée par balle pour avoir défendu le droit à l'éducation des filles. Donc ce tragique incident nous rappelle donc tous les défis qui nous restent à surmonter. Alors les barrières, on peut les regrouper autour de 4 barrières principales, les barrières culturelles, financières, les barrières liées aux infrastructures et enfin les barrières liées au système scolaire lui-même. Les barrières culturelles, qui sont extrêmement difficiles à combattre parce qu'elles touchent au propre de l'individu, elles touchent au propre des sociétés. Et les filles sont souvent, aux 4 coins du globe, soumises à de fortes pressions des normes sociales. Les parents, par exemple, peuvent craindre que leurs filles ne s'écartent des valeurs de la société et du mode de vie traditionnel, ou alors qu'elles ne deviennent pas de bonnes épouses si elles vont à l'école.
Et les filles, elles sont souvent traitées différemment. Par exemple, c'est souvent aux filles qu'on va demander de s'occuper des plus jeunes frères et sœurs ou de s'occuper de leurs parents malades. Donc cela va les obliger soit à arrêter, dans le pire des cas, leurs études, soit à poursuivre leur scolarité, mais de façon interrompue, de façon non régulière, ce qui va naturellement avoir un impact sur leurs résultats et sur leur possibilité de poursuivre leurs études. Et enfin, les mariages précoces, qui sont, comme on l'a vu, une réalité présente et qui sont vraiment une barrière très importante à l'éducation des filles. Alors, les barrières financières sont, elles aussi, extrêmement pesantes. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays, quand on est un ménage pauvre ou à faible revenu, quand on est contraint de choisir entre envoyer à l'école son fils ou sa fille, on va choisir d'envoyer son fils à l'école. Parce que c'est vu comme un investissement sur le long terme, ce qui n'est pas le cas de l'éducation des filles. On estime que les bénéfices économiques et sociaux tirés de l'éducation d'un fils vont être plus grands que les bénéfices tirés de l'éducation d'une fille. Et l'utilité immédiate d'une fille, elle peut être jugée plus précieuse. Elle va être utile pour veiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ses frères et sœurs, à ses parents, où elle va devenir une bonne épouse. Donc on voit plus l'utilité immédiate. Et enfin, il y a un coût financier pour les familles, pour les frais de scolarité, pour les achats, acheter les livres, les matériels scolaires, même si dans beaucoup de pays, les pays ont réussi à mettre en place l'éducation primaire gratuite, mais il y a toujours des coûts indirects qui pèsent très fort sur les ménages les plus faibles. Enfin, les barrières liées aux infrastructures. Donc, ces barrières peuvent concerner, par exemple, les distances entre le domicile et l'école, l'absence de route sûre pour aller à l'école. Donc, les parents vont ne pas vouloir envoyer leur fille à l'école parce que c'est trop risqué. Elles peuvent se faire agresser, violenter sur les routes. Et enfin, les barrières au sein du système scolaire. Il y a plusieurs types de barrières. Il existe dans nombreux de pays, y compris en Europe, des violences sexistes, du harcèlement. Il y a le problème aussi des enseignants qui sont peu ou mal formés et qui sont très mal formés ou très peu formés aux problématiques de genre. Il y a aussi des conditions de travail qui sont peu attractives pour les femmes enseignantes, surtout en zone rurale. Et on sait que les familles vont plus avoir tendance à envoyer leurs filles en zone rurale quand c'est une enseignante que quand c'est un enseignant. Et là, malheureusement, les enseignantes sont peu formées. Et il y a peu de... le salaire n'est pas plus élevé. Souvent aussi, elles ne parlent pas la langue de la communauté. Donc, il y a plein de problèmes autour de l'affectation des enseignants. Les matériels d'apprentissage sont aussi peu adaptés et présentent de nombreux stéréotypes liés au sexe. À ce sujet, justement, l'UNESCO a mené une étude il y a quelques années sur les représentations sexuées dans les manuels de mathématiques dans plusieurs pays. J'ai ici le rapport. C'était un projet très intéressant parce que donc, on a travaillé avec des sociologues dans plusieurs pays d'Afrique et aussi en France. Et il a été décidé d'étudier les manuels de mathématiques parce qu'a priori, ils sont plus neutres. Il y a moins de représentation. Mais bon, ce qui a été analysé et découvert est extrêmement intéressant. À première vue, on pense que c'est bon. Quand on feuillette un manuel, on dit « oh, c'est bon, il y a des images de filles, de garçons, tout va bien ». Et ce qu'on a fait comme analyse, c'est une analyse purement quantitative. Parce que la plupart des analyses sont qualitatives. Là, c'est purement quantitatif. C'est-à-dire qu'on a compté tous les personnages de tous les manuels de mathématiques, tout le corpus, du CP1, parce qu'en Afrique, c'est le CP1, de la première année du primaire à la dernière année du primaire, des différentes éditions, enfin de tout le corpus du pays, ce qui correspondait à 4-5 manuels quand même par pays. Et on s'est rendu compte que finalement, ça ne va pas du tout. Bon, il y a plusieurs conclusions, si ça vous intéresse. Donc, il y a le rapport qui montre toutes ces conclusions. Mais je donne des exemples. Par exemple, les hommes et les garçons sont présentés de façon très diverse. C'est-à-dire, ils font plein de métiers, ils font plein de choses. Ils peuvent être avocats, juges, maçons, ce qu'ils veulent. Les garçons font plein de choses aussi à l'école. Mais les filles et les femmes, malheureusement, sont cantonnées à des rôles extrêmement traditionnels, ce qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'en Afrique, il y a des avocates, en Afrique, il y a des juges, mais alors là, les femmes, la plupart du temps, déjà, sont à la maison, font des travaux très peu rémunérateurs, très peu valorisés socialement. Elles s'occupent beaucoup des enfants, elles font le marché ou elles font des courses. Elles font les courses, elles achètent, alors que l'homme réfléchit. Et ce qu'on a vu aussi, ce qui était un petit peu embêtant, c'est que plus on monte dans le cursus, c'est-à-dire quand on arrive en dernière année du primaire, moins il y a de femmes. Et ça pose un gros problème, parce que les garçons, eux, ont beaucoup de modèles auxquels s'identifier. Et ça, c'est très important pour l'estime de soi, la confiance. Ils voient plein d'hommes qui font plein d'activités, qui ont différents types de métiers, alors que les filles, elles, les femmes disparaissent petit à petit des manuels.
Donc, ce qui veut dire que, on imagine, voilà, pour tout ce qui est pareil, confiance en soi, estime de soi, projection dans l'avenir pour les carrières, là, ça pose un problème, surtout pour les carrières scientifiques, comme Madame Vessière a montré, alors que les filles réussissent souvent mieux en maths et en sciences, mais malheureusement, dû à plein de phénomènes, y compris la façon dont les femmes et les filles sont représentées dans les manuels, elles perdent confiance en elles et elles ne vont pas s'engager dans les matières scientifiques et techniques. Donc voilà pour les barrières liées au système scolaire. Alors, que peut-on faire ? Alors, bon, il y a tout un spectre d'actions. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est important d'adopter une approche globale, une approche holistique et intégrée. On ne peut pas juste agir sur un aspect. On ne peut pas, par exemple, juste former les enseignants pour qu'ils soient plus sensibles aux questions de genre, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de latrine pour les filles, si les parents ne sont pas aussi sensibilisés à l'importance de l'éducation pour les filles. Donc, ce qu'on peut faire, on peut agir sur le côté financier, c'est-à-dire rendre l'éducation des filles financièrement accessible, réduire les coûts en réduisant les frais d'inscription, proposer des bourses. Il y a beaucoup de projets à travers le monde où on propose des bourses pour les filles ou pour les garçons dans le cas où le problème de scolarisation est plutôt un problème de garçons. Proposer des programmes de nutrition, des programmes de conseil et d'orientation pour les filles. Il est important aussi d'avoir quand même les infrastructures adéquates. Donc il faudrait construire des écoles qui soient plus proches des communautés et les rendre plus sûres. En Afrique, par exemple, quand je suis allée au Niger, les filles faisaient 1h30, 2 heures de route pour aller à l'école chaque matin. Donc, pour vous dire la volonté aussi de ces jeunes. Mais mais au bout d'un moment, malheureusement, elles décrochent et elles arrêtent d'aller à l'école. Donc dans la mesure du possible, construire des écoles qui soient proches des communautés et penser aussi à construire des écoles au niveau du secondaire, parce que ça ne suffit pas de construire des écoles primaires, parce qu'après, qu'est-ce que font les filles une fois qu'elles arrivent à la fin du primaire? Soit elles partent chez des parents en ville, soit elles arrêtent leur éducation. C'est important aussi d'impliquer la communauté, de travailler avec les familles et les parents, de construire des latrines privées. Ça, c'est très important. Plein d'études montrent que le fait que les filles ne disposent pas de toilettes filles pour elles est un gros frein à la poursuite de l'éducation, surtout quand on arrive à la période de la puberté. Et enfin, assurer la sécurité des filles à l'école, lutter contre la violence envers les filles. Il faut savoir que la violence envers les filles est un des principaux facteurs de décrochage. Il y a des études qui ont été menées en Afrique de l'Ouest, par exemple, qui ont montré que la plupart des filles avaient subi des violences de la part de leurs camarades ou de la part des enseignants. Et que pour ça, elles quittaient tout bonnement l'école. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, sur les violences sexistes envers les filles, ou envers les garçons aussi, mais bon, ce sont quand même les filles, dans la grande majorité, qui subissent ces violences. Enfin, il y a la qualité de l'éducation. Donc se concentrer sur la qualité de l'éducation, ça c'est un énorme chantier, parce que la qualité de l'éducation englobe un grand spectre d'actions. Les enseignants d'abord. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà il n'y a pas assez d'enseignants, il y a un grand manque d'enseignants à travers le monde. Les enseignants sont très peu formés, très mal formés. Ils sont très peu formés aussi aux problématiques de genre et à l'égalité garçons-filles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains endroits, il faut vraiment encourager la présence d'enseignantes femmes. Rendre les programmes scolaires plus pertinents aussi. Encourager les filles dans les carrières scientifiques et techniques et technologiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et lutter aussi contre les stéréotypes scolaires, dans les stéréotypes sexuels dans les manuels scolaires. Alors, les actions de l'UNESCO. Donc il faut savoir, comme Madame Vessière l'a rappelé dans son introduction, que c'est une des priorités de l'organisation. L'UNESCO a 2 grandes priorités qui sont les femmes et les filles et l'Afrique. Donc ce sont 2 priorités qu'on appelle transversales, c'est-à-dire qui doivent être traitées par tous les services de l'UNESCO, que ce soit en culture, en communication, en sciences, en éducation ou en sciences humaines et sociales. Donc l'UNESCO va encourager l'éducation des filles et des femmes à tous les niveaux. C'est très important de commencer dès la petite enfance. C'est pour ça que le colloque que nous avions eu à Issy-les-Moulineaux était très intéressant et très important, parce que toutes les études montrent que les enfants qui ont eu une éducation à la petite enfance de qualité vont pouvoir progresser plus facilement dans leurs études. On travaille jusqu'à l'enseignement supérieur et aussi au niveau du formel, du non formel et de l'informel.
et dans tous les domaines d'intervention, que ce soit à l'appui à l'élaboration de politiques ou la formation des enseignants. Donc pour les politiques et les programmes, juste quelques exemples. Par exemple, au Soudan du Sud, on a 88% des femmes qui sont analphabètes. L'UNESCO aide ce nouvel État, parce que c'est un nouvel État, à mettre au point sa première stratégie d'éducation. En Irak, par exemple, on a mis en place des centres d'apprentissage communautaires en dehors de Bagdad pour assurer l'alphabétisation des filles et des femmes. L'UNESCO forme aussi des concepteurs de manuels scolaires, comme je le mentionnais tout à l'heure dans le cas de ce programme, où on a formé des concepteurs et conceptrices de manuels pour rendre les manuels plus sensibles aux questions d'égalité garçons-filles. Alors, on sait que les enseignants sont le maillon fort de tout système éducatif et que c'est la clé pour améliorer la qualité de l'éducation. Donc, on aide les pays à renforcer leurs capacités, à former les enseignants aux approches soucieuses de l'égalité entre les sexes. Donc, l'UNESCO, on va développer des guides, des outils, on organise des séminaires de formation et on mène des campagnes de sensibilisation pour que les enseignants soient aussi sensibilisés à la question, par exemple, des violences basées sur le sexe. Mais pour être plus efficace, l'UNESCO doit nouer des partenariats. On ne pourra pas seul régler la situation des filles et des femmes dans le monde, sachant aussi que notre situation financière est difficile, délicate. Donc Madame Bokova a lancé un nouveau partenariat, le partenariat mondial en faveur de l'éducation des filles et des femmes, qui s'intitule « Une vie meilleure, un avenir meilleur ». Donc ce partenariat a été lancé en mai 2011. Et l'idée, donc, c'était de donner un coup d'accélérateur aux initiatives en faveur de l'éducation des filles et des femmes. Alors, des partenaires privés comme Nokia, la Fondation Packard, Procter & Gamble, se sont joints à l'UNESCO, ont joint leurs efforts à ceux de l'UNESCO, et ainsi que des gouvernements comme l'Italie, le Japon, le Pakistan, les États-Unis, qui ont rejoint ce partenariat. Alors, ce partenariat met l'accent sur ce qu'on appelle les maillons faibles de l'éducation, qui sont l'éducation secondaire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'alphabétisation des femmes. Alors, quelques exemples. Et l'accent, oui, comme je l'ai mis, est mis aussi sur les filles et les femmes qui se trouvent en plus grande difficulté et qui proviennent de milieux ruraux. Alors, quelques exemples. Donc, avec la Fondation Packard, nous avons lancé un projet dans les zones rurales de Tanzanie et d'Éthiopie. L'idée, c'est d'éviter que les filles décrochent à l'âge de la puberté, quand elles accèdent à l'enseignement secondaire. Donc, il y a des groupes de soutien et de discussions qui ont été mis en place, des espaces sûrs au sein des écoles ont été créés pour qu'elles puissent se confier. Il y a eu des formations menées envers les enseignants et les personnels de l'éducation pour sensibiliser justement à l'égalité garçons-filles. Alors, au Sénégal, le projet vise donc à atteindre, d'ici un an, 40 000 femmes et jeunes filles d'ici un an. Et l'idée, donc, c'est de les faire bénéficier de programmes d'alphabétisation dans des centres communautaires. Et les jeunes filles qu'on a repérées et qui risquent d'abandonner l'école vont être prises en charge aussi pour recevoir des cours de soutien. Et les femmes peuvent suivre aussi des cours via l'utilisation des téléphones portables et des cours en ligne. Au Kenya et au Lesotho, là, l'accent est mis sur l'éducation scientifique et technique pour les jeunes filles. Donc, des enseignants et des directeurs d'école sont sensibilisés et formés pour justement encourager les filles à poursuivre dans les filières scientifiques et techniques. Enfin, tout récemment, l'UNESCO a conclu un partenariat avec le Pakistan et un fonds a été créé en hommage à Malala pour renforcer le droit à l'éducation des filles du Pakistan. Les 7 régions les plus démunies du Pakistan vont bénéficier de ce programme et les activités vont être très, très diverses et variées. Elles vont porter sur la formation des enseignants, sur la formation professionnelle pour les adolescentes, sur des campagnes de plaidoyer pour insister sur l'importance de l'éducation des filles et sur la mobilisation de la communauté dans son ensemble. Donc voilà, pour terminer, parce que je voudrais laisser le temps pour la discussion. Oh, il est parti. Pour terminer, voilà, c'est un proverbe oriental qui dit « La société humaine ressemble à un oiseau avec 2 ailes, avec ses 2 ailes, l'une masculine et l'autre féminine. Il ne peut voler que si les 2 ailes sont développées de manière égale. » C'est un beau proverbe. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Le micro doit être disponible pour que vous puissiez... Alors, soit vous utilisez les petits micros que vous avez devant vous, et sur la mezzanine, il y a un micro qui doit circuler. Allez-y, vous pouvez poser vos questions. Les manuels que vous avez examinés ne concernaient que l'Afrique? Oui. Et les sociologues avec qui nous avons travaillé ont aussi travaillé sur les manuels en France. Oui. Et ce qui était très intéressant, c'est que donc, quand on a fait les formations, je suis allée au Cameroun et au Togo, on avait avec nous des éditeurs français, parce que dans la plupart des manuels scolaires en Afrique sont édités par Nathan ou Hachette. Et ce qui était très intéressant, c'est que la personne qui est venue de France disait, bon non, nous, il n'y a pas de souci, parce que nous, les manuels, on fait très attention à ça. Et au bout des 3 jours de formation, elle s'est rendue compte que finalement, ça n'allait pas du tout, et qu'il fallait revoir donc, la conception des manuels à la lumière de l'égalité garçon-fille. Ça concerne le niveau primaire, par contre. Oui, oui, oui. Mais la méthodologie peut être appliquée à d'autres niveaux et à d'autres matières. Oui. Pour votre information, là, lorsque nous sommes allés au Togo, nous avons constaté qu'en certains endroits, mais en tous les cas, la scolarité, ils se sont rendus compte que justement les filles abandonnent l'école. Et pour éviter qu'il n'y ait que les fils qui viennent à l'école et que les filles, au contraire, restent chez elles, la scolarité des filles, et le coût de la scolarité est devenu inférieur à celle des garçons. Ils ont fait enfin, on ne va pas dire des remises, mais ils ont baissé les coûts, effectivement. Ce qui me paraît être une bonne idée, particulièrement pour le collège, parce que ce qui serait quand même indispensable, c'est qu'elles aillent au moins... alors, le primaire, j'ai l'impression qu'à Dapahong, il y a un petit peu de déperdition en fin de primaire. Enfin, mais grosso modo, le primaire, ça se passe presque correctement. Mais par contre, le passage au collège, il est quand même extrêmement difficile pour les filles. Et donc là, la scolarité pour les filles a un coût moindre. Ce qui, on les a encouragées dans cette voie. Je voudrais vous poser une question. Bonjour, je suis Alain Gernol. J'appartiens au Lions Club, donc nous avons un partenariat avec l'UNESCO, comme vous le savez, et il se trouve que notre club participe à la création d'une école au Mali. Et nous nous rendons compte tous les jours, ce que vous avez mis en exergue, c'est que le poids de la culture, pour ne pas dire le poids de la religion, est un frein phénoménal, bien plus que le côté économique. Et il est vrai que par l'éducation des femmes, on va pouvoir progresser. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention sur, j'allais dire, les échéances que vous annoncez. On sera tous morts, malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais nous avons le sentiment qu'il y a quand même une vraie prise de conscience aujourd'hui par rapport à ça. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'UNESCO, au niveau financier, vous n'êtes pas dans une très bonne situation. Mais nous devons aider. Un des problèmes que nous avons rencontrés, et vous avez raison, au niveau de la ruralité, c'est lorsque les filles doivent quitter le primaire, il n'y a pas d'internat pour les filles. Et ça, c'est un vrai problème. Autant les garçons peuvent parfois continuer, autant il n'y a pas d'internat pour les filles, et donc l'éducation s'arrête. Voilà, moi je voulais juste porter mon témoignage, et pour dire que ici, les hommes sont très peu présents ici. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas concernés. Je voudrais juste rajouter une chose aussi. Vous savez que dans pas mal de pays, soit émergents, soit qui sont en train de sortir de l'émergence, le microcrédit aide beaucoup de femmes, et généralement, elles gèrent très bien l'argent qui leur est prêté. Et il y a, au niveau des microcrédits, il y a très peu d'impayés. Donc ça c'est aussi important, et à mettre ça en place. Et ça permet aux femmes, souvent, au niveau d'associations locales, j'allais dire, de mieux gérer l'argent qu'on leur prête, et elles le rendent. Voilà, elles ont parfois l'honnêteté que les hommes n'ont pas toujours. Voilà, merci. Oui, vous avez tout à fait raison. Sur le microcrédit, je voulais juste
mentionner un programme que nous avions au Niger, qui a été financé par plusieurs États, sur justement l'alphabétisation des femmes et la scolarisation des filles, et les activités génératrices de revenus ou le microcrédit. Et c'est très important justement d'intégrer le microcrédit dans les campagnes d'alphabétisation, parce que ça ne suffit pas juste de venir et dire aux femmes, ben, on va vous alphabétiser, il faut que vous appreniez à lire et écrire. C'est très important pour elles de voir que les compétences qu'elles vont acquérir vont pouvoir justement les aider à développer leur petite entreprise, leur petit commerce, écrire, compter, aller faire le marché, etc. Et nous, on s'est rendu compte au Niger, effectivement, que ben, les taux de remboursement étaient extrêmement élevés et que les femmes arrivaient à faire tourner la machine sans hommes. Il n'y avait que le meunier qui était un homme, parce qu'on avait aussi un moulin à grains, il n'y avait que le meunier qui était un homme. Mais les femmes avaient complètement pris en main leurs affaires. Bon, il a fallu aussi sensibiliser les hommes, qu'ils acceptent aussi, parce que quand on parle d'éducation des filles et des femmes, c'est très important de ne pas oublier les hommes, pas oublier les garçons et les hommes. Même quand on parle de tous ces problèmes, les problèmes de violence. Les problèmes de violence, elles ne vont pas être réglées par les femmes, c'est elles qui sont victimes, par les filles. Il faut justement impliquer les hommes et les garçons. Pareil pour tout ce qui est le développement économique des femmes, c'est vraiment important d'avoir... Mais alors, quelquefois, c'est intéressant, les programmes d'alphabétisation qui concernent les femmes. Dans certains cas, les hommes vont être jaloux aussi, ils vont dire mais pourquoi nous? Pourquoi vous alphabétisez les femmes et pas nous? Puis quelquefois aussi, il peut y avoir une certaine crainte en disant oh là là, si elles vont prendre le dessus, elles vont savoir lire, elles vont savoir écrire, elles vont revendiquer plus de choses. Donc il y a aussi une réticence de la part des hommes. Donc c'est pour ça, je pense que pour qu'un programme marche, il faut vraiment faire un vrai travail de terrain en amont, connaître les besoins. Je vois par exemple au Niger, on a commencé par faire des enquêtes justement de terrain et demander aux femmes leurs besoins. Et leurs besoins, ce qui est revenu, c'était un moulin à grains. C'est vrai que sur le coup, on n'aurait pas pensé. Mais c'était capital, parce que le fait d'avoir installé un moulin, ça voulait dire qu'au lieu de passer 10 heures par jour à moudre le moulin, à que les filles viennent les aider et tout ça, et bien avec le moulin, elles passaient plus que 1 ou 2 heures par jour pour préparer le repas, et elles pouvaient aller suivre justement les cours d'alphabétisation, et elles acceptaient d'envoyer leurs filles à l'école, parce qu'elles n'avaient plus besoin que les filles les aident à la maison. Donc pour ça, c'est vraiment important de prendre en compte les besoins et d'écouter les besoins des populations. Puisqu'on parle des filles et des mères, parlez-nous de l'excision. Oui, alors ça c'est un vrai sujet. L'UNESCO n'a pas de programme en tant que tel. Naturellement, c'est une violation des droits des femmes et des filles, donc c'est condamné, mais on n'a pas de programme en tant que tel. Ce qui est important, c'est que pour que les choses changent vraiment sur le long terme, il faut vraiment que ça vienne du pays, qu'on s'appuie sur les groupements de femmes, les associations de femmes et d'hommes qui luttent contre ça dans le pays. De l'extérieur, on aura beaucoup de mal. De l'extérieur, on aura beaucoup de mal. On peut parler du droit, effectivement, de droit à la dignité, droit à la personne, droit des femmes, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ce qui est important, c'est justement de nouer des partenariats avec les femmes dans les pays qui se battent contre cette pratique, qui ont connu ça quand elles étaient elles-mêmes jeunes, et qui prennent un peu en main cette problématique. Mais c'est vrai que c'est un problème malheureusement. Surtout que ce sont les femmes qui le pratiquent. Tout à fait, oui. Non, ça, tout à fait. Peut-être qu'on pourrait reparler de votre action, là, une vie meilleure, un avenir meilleur. Vous cherchez des partenariats à quel niveau alors? Hormis l'entreprise. Pour l'instant, ce sont les partenaires privés qui ont joint cette initiative, mais c'est pas limité. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est important L'idée, c'est vraiment de montrer un impact sur le terrain. Donc, c'est vrai que ce sont les entreprises ou les fondations qui ont de l'argent, qui ont un financement pour essayer de toucher un maximum de personnes et d'essayer d'aller au-delà du petit projet pilote, mais essayer d'avoir un effet multiplicateur. C'est pour ça qu'au Sénégal, grâce à Procter & Gamble, l'idée c'est d'atteindre vraiment 40 000 filles et femmes, donc ce qui est quand même relativement conséquent. Mais on travaille avec tous les partenaires et tous les pays, les gouvernements aussi qui apportent un soutien. Mais c'est vrai que la tragédie de Malala a été un petit peu un électrochoc. Et on a vraiment senti au niveau de la communauté internationale qu'il y avait une prise de conscience qu'il fallait agir et que ça ne suffisait pas de condamner, mais qu'il fallait
fallait avoir maintenant des programmes vraiment d'action sur le terrain et montrer que ça marche. L'idée aussi, c'est très important de montrer, d'avoir des projets pilotes ou des projets exemplaires pour montrer que ça peut marcher. Malgré le poids culturel, malgré la religion, dans certains cas et tout, on peut voir un progrès, on peut voir des choses qui avancent. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que fait aussi l'UNESCO. Tout ce partage d'expériences entre pays, c'est extrêmement important aussi entre régions. Entre l'Asie, l'Afrique, la région arabe, l'Amérique latine, on essaie de favoriser au maximum ce partage d'expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On parlait de l'abandon de l'école par les petites filles lorsqu'il n'y a pas de latrine, ou je serais tentée de dire aussi lorsque les latrines ne fonctionnent plus, parce qu'on a vu des choses assez diaboliques même à Dapahong, hein, des arrivées d'eau qui n'arrivent plus, des latrines donc, qui ne fonctionnent plus, qui sont inaccessibles. On se demande parfois comment pourrait-on faire pour les inviter à entretenir ce qui a été construit. Est-ce qu'on peut envisager de former les gens? Parce que là, c'est un vrai problème d'adulte pour la peine, hein, parce que ça existe, mais voilà, c'est en panne. Et c'est pas réparé. Et comment est-ce qu'on pourrait inciter tous ces adultes à entretenir, pour le plus grand bienfait de la société, ce qui leur a été installé, plus ou moins offert dans certains cas? Ça, c'est un vrai souci, hein, c'est... Alors, l'expérience, excusez-moi, l'expérience, c'est que il faut pas tout donner. Ça ne fonctionne que si les locaux, les autochtones participent financièrement. À ce moment-là, ils s'approprient les choses et à ce moment-là, ils vont l'entretenir parce que ça devient leur bien. C'est la seule façon. Si on donne, ça tombe en panne, ça reste dans un coin. Je peux vous dire, c'est expérience vécue dans des tas de domaines. C'est quand même là où on achoppe. Hein. À Dapahong, on a visité un bon nombre d'écoles où c'était en panne. Et j'ai interrogé des petites filles. Bah oui, elles se débrouillent, quoi. Moi, je reviens de Rajasthan il y a à peu près un mois et effectivement, on nous a dit que les femmes, pour aller chercher l'eau, elles faisaient en moyenne 1200 km à pied par an pour aller chercher de l'eau. Par an, 1200 km à pied. Enfin, forcément. Enfin, c'est vrai que c'est le désert. Le Rajasthan, c'est une grande partie désertique, hein, mais elles font 1200 km. Donc, effectivement, pendant ce temps-là, elles n'apprennent pas, elles ne vont pas à l'école. Les petites filles, du reste, moi j'ai vu, les filles vont avec leur mère porter les jarres. Et... C'est vrai que sur le terrain, on a l'impression que quand les points d'eau sont gérés par les femmes, c'est beaucoup plus sérieux. De même que le ramassage des petites ordures à droite à gauche. C'est vrai que les tâches ménagères, la lourdeur des tâches ménagères, le poids que ça pèse sur les femmes, c'est un frein aussi au fait qu'elles ne puissent pas suivre des cours d'alphabétisation. Donc c'est vraiment important dans les programmes de prendre aussi en considération cet aspect-là et de voir comment on peut alléger justement les tâches domestiques ou les faire partager avec les maris. Mais ça, c'est pas pour demain. Non. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Oui, encore. Et encore. Mais quand ils sont musulmans. Ouais. Et mais excuse-moi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Le film qui a été tourné, La source des femmes, c'est en Algérie, hein, me semble-t-il, ou au Maroc, je ne sais plus. Et c'est une histoire vraie. Il n'y a pas si longtemps que c'était tourné, donc il y a beaucoup à faire, même très près de chez nous. Hein. Ouais. Ouais. Et ça, c'est intéressant, justement, dans le guide que nous avons publié sur les représentations sexuées dans les manuels scolaires.
On montre que ça, vous spécialistes du genre, vous le savez, que c'est la représentation, c'est pas du tout quelque chose de figé. Le fait que les femmes doivent faire les travaux ménagers, c'est pas inscrit dans nos gènes. Et justement, dans notre guide, c'est très intéressant parce qu'on montre que l'anthropologue Margaret Mead, du début du siècle, elle a étudié les sociétés traditionnelles en Océanie au début du XXe siècle. Alors elle affirme, donc très intéressant, donc chez une tribu des Philippines, il est convenu qu'aucun homme n'est capable de garder un secret. Pour les Manus, seuls les hommes sont censés aimer jouer avec les petits-enfants. Les Toda considèrent que presque tous les travaux domestiques revêtent un caractère trop sacré pour être confiés aux femmes. Intéressant. Tout à l'heure, vous parliez des freins culturels. Je suis là-haut. Tout à l'heure, vous parliez des freins culturels pour faire évoluer la situation, alors même que l'éducation des filles permettrait de résoudre beaucoup de problèmes de santé et économiques aussi, et puis des freins politiques. Parce que dans bon nombre de ces pays, notamment les 10 plus pauvres qui sont mentionnés dans ce petit feuillet, on voit des situations politiques très particulières, pour ne pas dire aux antipodes d'un vrai développement de la société, quoi. Sur les chiffres, la représentation politique des femmes, la représentation des femmes en c'est-à-dire politique. L'influence Oui. font les politiques, que font les gouvernements dans ces pays. Est-ce qu'ils entretiennent, est-ce qu'ils essayent de combattre inutilement parce qu'il y a trop de freins culturels? Est-ce qu'ils essayent de remédier à ces problèmes? Je pense que c'est difficile de répondre globalement. Ça dépend vraiment de chaque pays à sa propre politique. Vous parlez de la politique pour favoriser l'éducation des filles et des femmes. Alors, autrement dit, est-ce qu'il y a des pays où le politique a aidé à combattre cette situation, à l'améliorer pour combattre justement ces freins culturels? Ouais. C'est vrai que sur le culturel, c'est difficile parce que c'est quelque chose qui est... c'est difficile à cerner, à identifier. Déjà, qu'est-ce qu'on fait rentrer sous le chapeau, sur le terme culturel? Oui, déjà au niveau de législation, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Beaucoup de pays déjà ont signé et ratifié les conventions internationales sur le droit des femmes. Il y a aussi la convention de l'UNESCO de 1960 sur la non-discrimination en éducation. Ça, on a plus d'une centaine de pays qui ont ratifié et signé. Donc il y a déjà un progrès au niveau législatif. Après, le problème, c'est comment transcrire ces textes législatifs en politique et après en programme qui, effectivement, ait un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des filles et des femmes. Alors, il y a eu des progrès, si. Je ne peux pas vous citer comme ça des pays. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est jamais gagné. On peut avoir aussi un recul. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a eu des pays où on a vu que, il y a 20 ans, les femmes vivaient mieux qu'aujourd'hui. Les femmes avaient plus de droits qu'elles n'avaient aujourd'hui. Donc, c'est jamais gagné. C'est un combat en permanence. Il faut que les femmes et les hommes, ensemble, soient extrêmement vigilants. Et comme je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est la culture, il faut vraiment que ça vienne du pays, qu'il y ait vraiment une émulation au niveau du pays. Ça ne suffit pas d'avoir quelques femmes ou quelques petites ONG par-ci, par-là qui vont prendre à bras-le-corps ce problème. Il faut vraiment essayer de créer un élan au niveau du pays. Et c'est là où l'éducation, on espère que l'éducation va jouer un rôle. Le problème, c'est que quelquefois, l'éducation, malheureusement, ne joue pas ce rôle-là. Il va plutôt continuer à recréer ces stéréotypes. Donc c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure l'importance de la qualité de l'éducation. C'est important de revoir les programmes, de revoir la formation des enseignants, d'avoir cette approche globale pour essayer de ne pas reproduire ce qu'ont connu les pays auparavant et essayer d'aller de l'avant pour améliorer la situation des femmes. De l'élévation du niveau des femmes sur leur orientation professionnelle. L'avez-vous mesuré
Est-ce que c'est comparable à nos civilisations occidentales? Dans ces pays en voie de développement, est-ce qu'elles sont plus attirées vers des métiers, disons, productifs, économiques, ou d'autres orientations? Et est-ce que certaines d'entre elles aspirent à la maîtrise du pays en faisant de la politique, par exemple, entre autres? Ah oui, bah, tout à fait, oui. Alors, je pense qu'il y a une différence aussi entre les aspirations des filles qui sont à l'école, par exemple. Je suis sûre que beaucoup veulent faire, par exemple, des métiers scientifiques ou être ingénieur. Mais malheureusement, voilà, tous les freins que j'ai mentionnés tout à l'heure font qu'elles vont être freinées, justement, dans leur cursus. Il y a naturellement, dans tous les pays, heureusement, les filières se diversifient. Les femmes ont de plus en plus accès à des filières non traditionnelles. Mais globalement, il y a des études qui montrent que les secteurs, par exemple, sociaux, protection de l'enfance, ça, restent à 90% féminins. Et les femmes ont beaucoup de mal, justement, à accéder à d'autres métiers qui sont réservés aux hommes et qui sont soi-disant masculins. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, en France aussi, hein. En France, hein, les filles sont meilleures souvent en mathématiques, en sciences, au lycée, mais elles sont sous-représentées dans les écoles d'ingénieurs et dans les métiers, voilà. Et elles des aspirations à faire de la politique, oui, je pense, comme partout, comme partout. C'est pareil, là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il ne faut pas croire aussi qu'il n'y a pas une corrélation directe entre, j'allais dire, le droit des femmes dans les pays et leur représentation politique. On est surpris de voir que dans certains pays, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes dans les assemblées qu'en France. Il faut dire qu'en France, on est spécialement mal lotis. Mais voilà, il n'y a pas une corrélation directe. Il y a des pays, on est étonné de voir qu'il y a énormément de femmes qui sont en politique. On voit au Pakistan, il y a eu la situation des filles est assez dramatique, mais il y a une femme Premier ministre. Qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays d'Europe et en France, donc ça a été... Il y a une question. Si on créait des écoles uniquement pour filles, est-ce qu'il n'y aurait pas une avancée dans la scolarité des filles? Là, c'est un grand débat. Il y a vraiment le pour et le contre. C'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre du vivre ensemble, voilà. Mais d'un autre côté, c'est clair que dans certains cas, ça va aider les filles. Ça c'est sûr. Et dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens-là, surtout au niveau du secondaire. Il y a des internats qui vont être uniquement de filles. Même dans les pays européens, hein, surtout, je reviens encore à mes sciences et mes mathématiques. Comme on voit que les filles perdent confiance quand elles sont en classe scientifique, on va faire des classes uniquement de filles. Et là, on voit qu'elles explosent en maths et en physique. Voilà, et ça marche. Mais c'est un débat. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a du pour, il y a du contre. J'aimerais parler de mon expérience, puisque je suis d'origine africaine. J'ai débuté ma scolarité dans une école des missionnaires, où il n'y avait que... C'était séparé. Une école pour filles. Bon, l'exemple, par exemple... Pardon ? Excusez-moi, dans quel pays? Bon, à l'époque, c'était une colonie belge, le Congo belge. Bon, et puis, par exemple, pour l'entretien de toilettes, on faisait une liste et chaque classe entretenait les toilettes à tour de rôle. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, c'était la même chose aussi. Il y avait les toilettes pour hommes et pour femmes, et on faisait aussi une liste, et c'était obligatoire. On le faisait à tour de rôle, et puis ça marchait. Et pour terminer, j'aimerais parler de l'expérience, parce que j'ai grandi au Congo belge, mais je suis d'origine angolaise, et cet été, je suis retournée en Angola, et j'ai vu que pour aller chercher l'eau, j'étais au nord de l'Angola, d'où je suis originaire. La plupart, ce sont les hommes, on les rémunère. Ils ont des motos avec une carrosserie
et plein de bidons qu'ils accrochent autour des motos et ce sont eux qui vont chercher l'eau pour les femmes. Et dans certains villages, on a mis des robinets au milieu du village où, bon, comme ce n'est pas loin, les femmes vont puiser l'eau et les filles aussi. Donc voilà. On les rémunère, qui les rémunère? Les femmes rémunèrent il y a certains hommes dont leur métier est d'aller chercher de l'eau très tôt le matin. Seulement, il faut qu'on se réveille à 5 heures du matin. Les livraisons commencent à 5 heures. Mais sinon, la plupart, donc ça dépend des moyens financiers des familles. Mais la plupart, ce sont les hommes qui vont chercher l'eau. Oui. Donc, voilà. Et puis là, ils sont payés. On arrive à une certaine... Arriverait-on à une certaine parité? On en est loin. Qui aurait une question? Il y en a une qui me taraudait un peu concernant les manuels scolaires. Vous avez dit vous-même que vous formiez des concepteurs pour élaborer des manuels scolaires. On sait qu'en Afrique, enfin, les manuels scolaires ne sont pas extrêmement répandus non plus. Nous, on a vu qu'au Togo, il n'y en avait absolument pas tout le temps. Ils étaient plutôt en état de pénurie de manuels. L'État n'a plus le moyen d'en payer. Puis comme la décentralisation a été votée mais n'est pas faite, on ne sait plus qui les paierait d'ailleurs. Serait-ce l'État, serait-ce la commune? Donc comme ça, c'est un avantage, plus personne ne les paye. En revanche, en Afrique, il y a eu un plan de lancement du numérique pour essayer de pallier justement ce manque de manuels, avec une mission interministérielle en France d'ailleurs qui s'est occupée de pourvoir en certains points d'Afrique de tableaux numériques interactifs, d'ordinateurs. Pourquoi pas? Parce que ça permet... Si, ça a quand même de gros avantages, puisque nous, à Dapaon, on l'a vu, ça permet quand même, dans les classes, d'avoir des ressources. Alors justement, la question, c'est plutôt que ces ressources, elles ont été élaborées, on ne sait pas trop par qui, parfois par des Français. Donc avec... alors quand c'est purement scientifique, pourquoi pas? Parce qu'on a vu des contenus scientifiques, il y avait par exemple le fonctionnement du cœur, la circulation sanguine, c'était très bien fait, ça existe d'ailleurs chez nous aussi, et ça, ces ressources-là, c'est judicieux de les avoir mises à disposition, parce que justement, dans les classes, au moins, ils voient une belle simulation qui leur permet de bien comprendre les choses. Après tout, c'est beaucoup mieux qu'une page sur papier complètement figée pour comprendre la circulation du sang, hein. C'est beaucoup plus simple. En revanche, est-ce que vous avez travaillé à l'élaboration de ressources? Parce que le grand enjeu du plan numérique en Afrique, c'est quand même que les ressources, elles soient produites, pas toutes, mais essentiellement, en tous les cas, dans un contexte de ces pays ou un contexte africain. Ce n'est pas de leur exporter les ressources que nous avons fabriquées en France, qui ne correspondraient pour certaines pas du tout à leurs attentes. Et est-ce que vous collaborez là-dessus? Ou est-ce que vous formez des concepteurs, justement, de ressources? Ou est-ce qu'on pourrait avoir le moyen, après tout, nous Français, d'apporter une éventuelle contribution là-dessus? Alors ça j'ai pas une réponse très précise. Je sais qu'il y a un programme qui s'occupe justement des ressources ouvertes en éducation. Nous, on attache vraiment une grande importance au contenu. Et justement, ce qui est important, c'est que le contenu soit pertinent et soit, voilà, serve au pays et, comme vous disiez, qu'il ne soit pas importé de l'extérieur. Mais enfin, même au-delà des ressources... Il y avait un exemple au Burkina Faso qui m'avait marqué il y a quelques années, enfin, quand même ça date un petit peu, mais l'examen des enfants, on leur demandait en mathématiques de calculer la vitesse d'un train, d'un TGV. Ils n'ont jamais vu de TGV. Voilà, et voilà, c'est tout à fait ça. Donc vraiment, il y a un grand, encore aujourd'hui, que ce soit dans les manuels classiques, papier, ou alors dans les ressources en ligne, d'adapter le contenu aux réalités locales. Donc ça, effectivement, l'UNESCO travaille là-dessus. Après, pour la formation, ça je n'ai pas la réponse, mais éventuellement, je pourrais me renseigner. Mais je ne sais pas si on forme vraiment les concepteurs de ressources ouvertes. Après, c'est sûr qu'ils ont des problèmes de connexion Internet, mais il est certain que sur des ressources qu'on peut installer et fournir, ça peut être une véritable aide chez eux, hein. Oui, surtout quand on sait que les manuels scolaires sont vraiment, comme vous avez dit, extrêmement rares. Quelquefois, il y en a un ou deux par classe et voilà. Oui, allez-y. Posez toutes les questions que vous voulez. Oui, bonsoir. Je voulais
revenir sur l'approche qu'ont eu les acteurs internationaux sur l'accès à l'éducation de base, en fait. Parce que les objectifs du millénaire pour le développement ont ciblé l'éducation de base. Donc, tout premier niveau d'éducation. Et on a constaté notamment au Niger qu'il y avait un problème à la fois, je dirais, qu'il y avait une concentration de l'aide sur le primaire et que le secondaire était en tout cas beaucoup moins ciblé par les acteurs internationaux. Et donc du coup il y avait, si vous voulez, l'effort ou les progrès qui avaient pu être constatés au niveau du primaire. Il y avait une forte déperdition après quand les enfants poursuivaient leurs études. D'une part, donc, est-ce qu'il y a dans la réflexion de l'UNESCO ou d'autres acteurs internationaux justement ce souci, j'en suis certain, mais comment il se traduit par exemple, d'accompagner les enfants au-delà de l'école primaire. Et l'autre constat qui avait été fait, c'était justement cette transition d'un niveau à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a, on le constate aussi chez nous, de la troisième à la seconde, du collège au lycée. Voilà, il y a des écarts qui ne sont pas toujours évidents à franchir, donc a fortiori peut-être dans des conditions matérielles d'éducation qui sont délicates, comme on peut les connaître en Afrique, en l'occurrence au Niger. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que c'est pas ça finalement le challenge pour l'accès à l'éducation dans le temps, c'est-à-dire d'accompagner sur la durée et sur tous les niveaux en fait les enfants et les filles notamment. Tout à fait. C'est exactement l'approche de l'UNESCO et c'est justement un des reproches qu'on a fait aux objectifs millénaires du développement, c'est que pour l'éducation, c'est extrêmement limité. Mais vous savez que l'UNESCO est l'agence de fil donc pour l'éducation et qu'avec nos partenaires, on travaille autour des objectifs de Dakar qui sont, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les 6 objectifs de l'éducation. Bon, il n'y a pas l'enseignement supérieur, malheureusement, mais ça va bien au-delà du primaire. Donc ça, c'est effectivement très important. Et l'approche qu'adopte l'UNESCO, c'est ce qu'on appelle l'éducation tout au long de la vie. Sachant déjà que l'éducation, ça va au-delà de l'école. On apprend en dehors de l'école aussi. On apprend tout au long de la vie. On se forme en permanence. On devrait se former en permanence. Donc nous, l'approche que l'on a, c'est effectivement l'approche tout au long de la vie. Et c'est vrai que le fait que les objectifs millénaires du développement aient mis l'accent sur le primaire, la majorité, comme vous dites, des financements sont allés à l'enseignement primaire. Et on n'a pas pris en compte justement ce qui allait se passer après. Et ça peut vraiment être à double tranchant parce que, par exemple, le Kenya qui a mis en place la politique universelle de l'enseignement primaire, ils se sont retrouvés avec tous les enfants très bien qui arrivaient à la fin du primaire, mais après on fait quoi? Si on n'a pas pensé en amont justement la continuité du système, on se retrouve avec des classes d'âge qui s'arrêtent, donc CM2 ça correspond à 10 ans, puis après qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est effectivement important et nous justement, l'UNESCO, vous savez qu'on on est en train de négocier, de débattre pour savoir quels vont être les prochains objectifs du développement, parce que ça s'arrête en 2015, donc là on va repartir sur 10 ans, 20 ans, et effectivement la position de l'UNESCO c'est cette idée d'éducation tout au long de la vie, qui commence de la petite enfance, qui va jusqu'à l'enseignement supérieur, en incluant l'alphabétisation des adultes. Et aussi essayer de créer des passerelles. Parce que c'est très important aussi de créer des passerelles entre justement le système non formel et le système formel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont malheureusement trop âgés pour intégrer le système scolaire classique. Donc ils peuvent suivre des cours d'alphabétisation, des cours de la formation professionnelle et technique, mais comment faire pour qu'après ils réintègrent, s'ils le souhaitent, le système formel. Donc à l'UNESCO, alors c'est vraiment quelque chose là dont on peut être fier, c'est qu'on a vraiment cette approche globale de l'éducation qui va au-delà du primaire. Et par exemple, donc en Afrique, l'UNESCO a développé un programme qu'on a appelé BIP, je suis désolée, BEAP, je ne sais plus le nom en français, qui justement met l'accent sur la continuité de l'éducation, d'avoir un enseignement de base au lieu d'avoir 6 ans, 7 ans, d'avoir un enseignement de base sur 12 ans. Et ce qui est important, c'est aussi la continuité. Parce que malheureusement, dans trop de parcours scolaires, il y a des cassures. Alors les enfants arrêtent, alors quelquefois ils reprennent au bout de 2-3 ans, mais après ils sont trop âgés par rapport à... Donc voilà, l'important c'est d'essayer d'avoir 2-3 ans, si c'est possible, 4 ans, 5 ans. L'idéal, ce serait d'avoir naturellement une éducation de la petite enfance qui comprenne 3 ans, mais bon, c'est difficile dans beaucoup de pays. Donc au moins d'avoir une année du pré-primaire jusqu'à ce qui correspond à la fin du collège pour nous. Voilà, d'avoir 12 ans d'éducation continue sans interruption. Donc déjà, il y a beaucoup de pays qui se sont engagés en Afrique sur cette voie-là. Mais le problème qu'il y a dans beaucoup de pays, c'est aussi le problème des évaluations, des examens. Dans beaucoup de pays, il y a des examens en fin de primaire. Et alors là, il y a une déperdition énorme. Les examens, ce qui
correspondent au collège ici, des examens même avant d'entrer en primaire. Donc, et les pays aussi réfléchissent avec nous. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très difficile parce que c'est ancré dans leur culture éducative. On est très examen, sanctions, sur tous les pays francophones d'Afrique. Et c'est très difficile de faire bouger les choses. Mais je sais que le Togo, on a eu la visite des gens du ministère du Togo là, il n'y a pas longtemps lors de la dernière conférence générale. Et là, ils ont pris conscience de ça. Justement que leur système d'évaluation et d'examen était un système qui, malheureusement, entraînait un fort décrochage. Donc, ils voulaient essayer de revoir un peu ce système d'évaluation pour essayer d'avoir justement cette continuité. Nous, on est aussi sur le concept de formation tout au long de la vie, hein. Par contre, avec un socle qui est fixé peu ou prou à 15 ans, quoi. Alors, oui, moi s'il n'y a plus de questions, ben, on va se retrouver au Salon Élysée. J'avais bien aimé votre phrase du début, le plein et égal accès à l'éducation. Finalement, de temps en temps, chez nous, nous devrions nous le rappeler ou le rappeler. Après tout, que ce soit un droit, certains ont dû oublier que c'était un droit, le droit à l'éducation, c'est un réel droit, mais après tout, profitons-en, exploitons-le. Ce droit, nous l'avons fait à peu près, hein, puisque nous sommes là, mais je ne suis pas sûre que certains y pensent régulièrement. En tous les cas, c'est une chance. C'est une chance d'avoir ce droit à l'éducation. Combien de fois on devrait le répéter à certains jeunes? C'est une chance qu'ils doivent saisir. En tous les cas, merci. C'était très intéressant de voir en particulier ce qui se fait ailleurs.